Le sujet de Gabriel Attal, c'est que finalement, il faudrait qu'il montre dans son programme comment lui, il va nous éviter la crise de la dette. Et pour l'instant, ça apparaît pas vraiment dans son programme et c'est dommage parce que peut-être ça pourrait donner une certaine crédibilité à son programme. Avec la Fondation IFRAP, vous avez chiffré le programme économique de la majorité présidentielle pour les élections législatives. Quelles sont les 3 mesures les plus coûteuses que vous avez relevées et les trouvez-vous nécessaires ? La première mesure, c'est celle sur la suppression des droits, des frais de notaire, des droits de mutation à titre onéreux pour les primo-accédants. Cette suppression, elle est quand même assez importante et symptomatique pour dire aux jeunes générations qui n'ont pas encore acheté de l'immobilier, vous pourriez accéder plus facilement à la propriété parce qu'on sait qu'on a une énorme crise du logement aujourd'hui. On a 30 milliards d'euros de plus de fiscalité sur le logement par rapport aux autres pays. On taxe à l'accès à la propriété, on taxe à la vente, on taxe pendant qu'on a sa propriété avec toutes les taxes foncières, l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Et puis on taxe aussi pour l'immobilier au moment des successions. Donc on taxe énormément l'immobilier en France. C'est une bonne idée d'alléger la fiscalité sur le logement. Ça va plutôt dans le bon sens, même si c'est tout petit. Ça ne concerne que ceux qui vont acheter des biens en dessous de 250 000 euros, sachant que le niveau moyen de vente, il est autour de 200 et quelques mille euros. L'idée de faire une règle d'or sur les impôts en disant qu'ils n'augmenteront pas les impôts s'ils reviennent au pouvoir, ça c'est très bien parce qu'on est le pays qui taxe le plus. Il ne faut surtout pas aller chercher de la recette supplémentaire sur le dos des Français, sur le dos des ménages français ou sur le dos des entreprises françaises. Ce serait absolument délétère. Mais il faudrait aussi une règle d'or qui dise qu'on va, par exemple, geler en euros les dépenses. Après, il y a la troisième mesure qui est celle qui vient d'être annoncée sur justement les transmissions et les successions. Alors ça, c'est une mesure qui figurait déjà dans le programme 2022 pour passer en ligne directe jusqu'à 150 000 euros de parents à enfants sans être taxés, et puis de grands-parents à petits-enfants jusqu'à 100 000 euros sans être taxés. C'est une mesure que nous, on évalue à 1,7 milliard d'euros, mais encore une fois, on voit bien que toutes ces mesures sont des mesures un peu à minima. Nous, à la Fondation IFRAP, on aurait plutôt proposé, par exemple, pas du tout de taxes pendant 1 an ou 2 pour vraiment inciter les plus anciennes générations à passer leur patrimoine vers les plus jeunes générations pour inciter à l'investissement, aussi à potentiellement à la consommation. Avez-vous aussi relevé des mesures qui rapporteraient des recettes ? Vous semble-t-elle judicieuse à mettre en place ? Clairement, il y a la réforme de l'assurance chômage. Cette mesure, elle est en fait nécessaire pour calmer les marchés sur la dette française. L'année dernière, on se souvient qu'il y a eu la réforme des retraites. C'était le même objectif, c'était dire on peut continuer à réformer en France. En réalité, il n'y a pas tellement de mesures qui rapportent énormément dans ce programme. La seule chose qu'on peut souligner, c'est la lutte contre la fraude sociale, parce que la fraude fiscale, il y a déjà un niveau de rentrée actuellement qui est assez satisfaisant, d'un peu plus de 10 milliards d'euros par an. En revanche, sur la fraude sociale, on est très très faible, entre 1 et 2 milliards d'euros. Il faudrait multiplier ça par au moins 5 ou 6. Nous, à la Fondation IFRAP, on a chiffré à 20 milliards d'euros la fraude sociale annuelle. Donc ça fait partie des mesures intéressantes de notre point de vue, mais qui ne peuvent pas faire non plus des milliards et des milliards de recettes immédiatement. À l'horizon 2027, nous on considère que la lutte contre la fraude fiscale et sociale, ça peut rapporter uniquement 3 milliards d'euros, et ce à condition de vraiment lutter contre la fraude sociale. Quelles seraient, selon vous, les conséquences nationales et internationales de l'application de ce programme ? Au niveau national, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui est assez étonnant, c'est que la dissolution, elle est venue du camp présidentiel et que l'impression que ça donne, c'est que finalement, ils n'avaient pas véritablement bouclé, anticipé, il n'y avait pas de programme prêt pour cette occasion. C'est beaucoup de mesures qui sont annoncées qui en réalité ne sont pas de vraies nouvelles mesures ou sont déjà dans la trajectoire, ou ont déjà été annoncées, ou ont déjà été votées. On a fait un chiffrage à la Fondation IFRAP qui nous emmène à en réalité une baisse du déficit à l'horizon 2027 de 4 milliards d'euros. Et c'est là que nous, on reste un peu à la Fondation IFRAP sur notre faim. Il aurait fallu que finalement, le Premier ministre ose renverser la table par rapport à une campagne, entre guillemets, normale, en disant, voilà, c'est 30 milliards d'euros d'économies qu'il nous faudrait pour 2025, et expliquer aux Français pourquoi c'est absolument nécessaire pour éviter que demain, on ne se retrouve pas dans la situation de ne plus payer les pensions ou de ne plus payer les agents publics ou de ne plus pouvoir financer l'hôpital. Malheureusement, ça ne transparaît pas du programme du Premier ministre. On continue à croire en France qu'il faut faire rêver, même quand on est dans une situation
extrêmement compliqué sur les finances publiques, eh bien c'est dommage parce qu'un discours de responsabilité, un discours de clarté, de vérité aurait peut-être obtenu une adhésion plus importante. Je pense que dans d'autres pays, comme la Suisse par exemple, ce genre de campagne, ça aurait été une bataille de chiffres pour dire comment tel ou tel parti allait économiser le mieux et le mieux gérer les finances publiques. Ce qui va se passer aussi au niveau international, finalement, je pense que nos partenaires européens vont nous mettre encore plus la pression et on voit d'ailleurs que la Commission européenne nous remet dans un process pour déficit excessif et puis les agences de notation, elles nous évaluent régulièrement. Donc à l'automne, on va avoir de nouvelles notes sur la France et ça aussi, ça peut avoir un impact. Le sujet, c'est de faire 30 milliards d'euros d'économie. Donc on voit bien qu'avec 4 milliards d'euros de mieux à l'horizon 2027, on n'est pas du tout dans les clous de ce qu'il faut faire. Il faut savoir une chose, c'est que la France risque, en continuant à ne pas respecter ses engagements, il faut savoir qu'on est les derniers en déficit maintenant dans la zone euro, on a le pire déficit en part de PIB, ça n'a jamais été fait pour l'instant, mais on peut se retrouver avec une amende entre 3 milliards et 5 milliards d'euros par an. C'est pas anodin.